lancée à Londres, la répression donc de la rue, documentée par Amnesty International, et les dérives autoritaires assumées par le régime de M. Ouattara. Alors, nous ouvrons donc le premier segment, mais juste avant, nous allons aller donc du côté, donc, certainement de la Pennsylvanie. Hein. Le docteur Ekeli fait beaucoup le tour donc, des États-Unis. Je ne sais pas s'il est précisément Pennsylvanie. Docteur Ekeli, bonjour, comment allez-vous? Merci, Jacques Roger. Présentement, je suis effectivement en Pennsylvanie pour aujourd'hui, en tout cas. On ne sait pas ce que le sort ou bien la destinée et le choix que nous avons fait d'être toujours sur le front de la lutte pour les libertés en Côte d'Ivoire va nous amener demain, puisqu'il y a une manifestation qui est annoncée par nos amis du Front commun demain à Washington, D.C. Nous verrons bien où est-ce que les dieux pourront nous diriger demain. Philadelphie de la Pennsylvanie est aussi célèbre, docteur Ekeli, compte tenu du rôle joué historiquement au niveau donc, des États-Unis. Et surtout, c'est l'endroit où notre chef d'État, M. Alassane Draman Ouattara, a fait ses études, hein, n'est-ce pas? Nous sommes fiers d'être ici pour peut-être, c'est peut-être une destinée, c'est peut-être une mission que Dieu nous a donnée aussi de concourir à démystifier ce qui était perçu comme un gros mythe il y a quelques années. Nous sommes pas trop loin donc de cette université. Ce n'est pas donc le royaume céleste ou alors même le royaume, j'allais dire, de l'enfer sur terre. C'est un endroit où des hommes et des femmes qui surtout sont épris de justice et qui se retrouvent pour apprendre véritablement les effets, les indications de ce que nous appelons la démocratie. C'est donc vraiment étonnant, Jacques Roger, puisque vous me donnez cette occasion de voir que quelqu'un qui est fier d'avoir fréquenté en Pennsylvanie et surtout dans cette université, l'Université de Pennsylvanie, puisse aujourd'hui, à la tête de la Côte d'Ivoire, se comporter en un despote, et ériger la Côte d'Ivoire ou bien faire glisser le pays dans une dérive complètement totalitaire et autoritaire. Merci beaucoup, docteur Ekeli. Alors, quand vous vous réveillez chaque matin, peut-être que vous êtes en train de vous brosser, que vous pensez à la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui vous revient en image? Écoutez, aujourd'hui, en 2025, ce qui me revient en image, c'est véritablement la situation de 2002. Vous savez, en 2002, vous l'avez signalé tout à l'heure, j'ai enseigné pendant longtemps dans les universités ici aux États-Unis. En 2002, j'étais chargé de cours à Temple University où d'abord j'ai moi-même fréquenté. Et puis, si vous voulez, une semaine plus tôt, dans un de mes cours sur la politique, euh, africaine, je parlais des rares pays en Afrique qui n'avaient pas connu de coup d'État. Écoutez, j'ai cité la Côte d'Ivoire, cité le Sénégal et bien d'autres, et c'est techniquement une semaine après que notre pays s'est effondré avec ce qui s'est passé, surtout, plus tard, le coup d'État pour la tentative de coup d'État qui s'est mue en une rébellion en 2002. Jacques Roger, il faut l'avouer que nous avons coulé des larmes. Aujourd'hui, en regardant tout cela en arrière, je suis content. Et j'ai compris pourquoi j'ai coulé des larmes, parce qu'on ne sait jamais quand ça commence, on sait quand ça commence, pardon, et on ne sait jamais quand est-ce que ça se termine. Et puis surtout, on ne peut pas imaginer forcément les conséquences d'un tel désastre. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire continue de vivre les conséquences de cette fracture-là qui a commencé un peu plus tôt, mais qui s'est véritablement manifesté en septembre 2002. Donc aujourd'hui, quand je me réveille chaque matin, voyant la situation de la Côte d'Ivoire, ben, je me dis que les efforts que les Ivoiriens ont faits en 1990 sont voués aujourd'hui, ont été vains, mais il faut toujours garder l'espoir parce que nos peuples aspirent à vivre dans des États résolument et véritablement démocratiques. Voilà, merci beaucoup, docteur Ekedi. Nous allons donc aborder le premier segment, c'est donc la pertinence donc disons, de l'action judiciaire donc à Londres. Beaucoup se posent la question, mais nous avons des tribunaux donc à Abidjan. Pourquoi M. Thiam se rend à Londres? Donc la question que je vais vous poser, docteur Ekedi, selon vous, M. Thiam a-t-il choisi donc d'engager une action judiciaire à Londres plutôt, disons, pourquoi plutôt qu'en Côte d'Ivoire? Donc je reprends, pourquoi a-t-il décidé d'engager une action judiciaire à Londres plutôt qu'en Côte d'Ivoire? Premièrement, les faits qui sont reprochés à ces deux ministres Touré
et Amadou Soumaoro se sont produits à Londres. Je me suis amusé et fait l'effort, pardon, dans le cadre de cette émission, de revoir un peu la juridiction britannique pour des faits qui se sont déroulés sur ce territoire, même concernant des personnes qui ne sont pas des Britanniques. Il y a compétence de cette juridiction. Et si d'ailleurs cette lettre a été envoyée par les avocats, c'est parce que cet avocat-là de M. Thiam est sûr et certain que Londres ou bien la juridiction londonienne peut effectivement juger de la recevabilité de ce dossier. Deuxièmement, si M. Thiam a choisi de porter plainte donc à Londres que de le faire en Côte d'Ivoire, Jacques Roger, c'est une façon, encore une fois, d'illuminer la question de l'indépendance ou bien de la non-indépendance, de la partialité ou bien de l'impartialité, impartialité, pardon, de la justice ivoirienne. Qui fait confiance aujourd'hui à cette justice ivoirienne? C'est cette même justice ivoirienne-là qui, on le sait, il y a quelques mois, est allée dans deux sens différents pour, soi-disant, invalider le certificat de nationalité de M. Tidiane Diam. Certaines mêmes juridictions en Côte d'Ivoire qui n'inspirent pas confiance. Aujourd'hui, choisir de porter plainte à Londres, c'est une façon de souligner l'absence de l'état de droit en Côte d'Ivoire. Dans ces conditions, quelle est donc la portée réelle d'une telle démarche à l'étranger? Peut-elle avoir donc un impact, disons, concret, ou il s'agit surtout d'un geste symbolique? Aujourd'hui, tout ce qui est porté pour discréditer et à juste titre d'ailleurs le régime de M. Alassane Dramane Ouattara est une bonne chose. Imaginez Jacques Roger que la plainte portée par M. Tidiane Thiam débouche sur une véritable plainte parce qu'à ce stade, pour ce que nous lisons dans la presse, il y a une demande d'excuses qui est faite au ministre incriminé. Si ce procès-là s'ouvre effectivement et que M. Tidiane Thiam obtient gain de cause, ça veut vouloir dire que les propos qui ont été tenus, qui sont jugés diffamatoires, sont faux, sont condamnés, condamnables et donc condamnés, mais ça veut aussi dire que les procédures qui ont mené à l'exclusion de M. Tidiane Thiam de la liste électorale et donc qui l'empêchent, selon le régime de M. Alassane Dramane Ouattara d'être candidat à cette élection présidentielle-là sont fausses. Ça va jeter donc un discrédit et, sur le régime de M. Alassane Dramane Ouattara. Et puis, bien entendu, hein, comme on s'y attend d'ailleurs en cas de victoire, ça va encore une fois entacher la légitimité, si vous voulez, constitutionnelle de ce monsieur, encore une fois, à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Voilà un peu un des enjeux politiques que nous voyons. L'autre enjeu, au niveau donc de la question des droits de l'homme, au niveau de la question de l'état de droit, encore une fois, je le répète, cette plainte, le fait d'avoir choisi de porter la plainte à Londres, ça veut simplement dire que M. Tidiane Thiam ne croit pas à la justice ivoirienne et il ne croit pas que l'état de droit existe bel et bien en Côte d'Ivoire. Alors, vous l'avez tous mentionné, donc je vais vous poser la question pour mieux l'articuler. Donc, ce recours à une juridiction donc, internationale révèle-t-il donc de la perte donc, de confiance dans la justice ivoirienne totalement? C'est bien ça? Je vous dis très certainement, ça reflète cette perte donc de confiance à la justice ivoirienne. Il n'y a pas d'autre forme de procès. Vous vous rappelez bien que c'est cette justice ivoirienne-là qui a empêché aussi par des manœuvres, hein, qu'on peut juger vraiment dilatoires, des manœuvres qui sont questionnables, le congrès qui devait avoir lieu du PDCI-RDA, et puis je le dis encore une fois, qui a invalidé donc les documents que M. Thiam a présentés pour être inscrit au préalable sur la liste électorale. Donc, et véritablement, il s'agit donc d'un manque de confiance en cette juridiction en Côte d'Ivoire. De toute façon, nous le savons, cette justice aujourd'hui est aux ordres quand nous voyons un peu la posture et la manière dont les procureurs aujourd'hui en Côte d'Ivoire agissent sur un certain nombre de dossiers. Tantôt, on ferme les yeux, ou bien dans notre cas, on est prêt à poursuivre. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore la suite du procès ou alors de la question de ceux qui ont tranché la tête du jeune Toussaint à Daoukro il y a de cela 50 ans. Alors, comment analysez-vous donc la stratégie donc, du camp présidentiel à Chatham House? Est-ce, si vous voulez, une maladresse ou une provocation délibérée des ministres de la République?
Non, mais ils sont habitués à ça. Ce n'est pas la première fois qu'on entend surtout Monsieur Mamadou Touré se lancer dans des invectives contre des personnalités des camps de l'opposition ou même de la société civile qui peut-être peuvent juger qu'ils ne leur sont pas favorables. Ce n'est pas la première fois. Sur plusieurs chaînes de télévision, je me rappelle bien là au vif pardon, de cette émission, sur France 24, je pense bien, ou alors TV5 Monde, où Monsieur Touré Madou a traité Bernard Houdin de menteur. Ce n'est pas donc la première fois qu'on entend cela. Et puis, en dehors de ces deux ministres-là qui sont allés à Chatham House, il importe aussi de parler de cela. Vous voyez, la crise ivoirienne s'importe ou alors s'exporte aussi sur plusieurs réseaux. Chatham House est un think tank. Les gens se sont retrouvés là-bas pour parler donc et présenter la situation ou bien la position de leur gouvernement. Ils pouvaient le faire sans pour autant dénigrer quelqu'un, ou alors ils l'ont fait en pensant que c'est la bonne cause, mais celui aussi qui est accusé peut se sentir vraiment frustré ou alors sentir qu'il y a véritablement dénigrement en son encontre. Donc, il juge opportun donc, de porter plainte. Surtout il a été dit par ces deux ministres-là que d'abord, M. Thiam s'est rendu lui-même inéligible, mais aussi qu'il a appartenu au Conseil national de transition qui s'est mis en place il y a 5 ans maintenant à la fin du mandat de Ouattara. Est-ce que cela est vrai? Est-ce que ces ministres arrivent à prouver que effectivement M. Tidiane Thiam a fait partie donc de ce conseil-là? Voilà des questions qui sont soulevées. Mhm, mhm. Alors que donc la bataille judiciaire s'intensionnalise, le pouvoir se resserre, si vous voulez, le taux à l'intérieur donc du pays, c'est clair. Et c'est justement ce que donc Amnesty International, dans son rapport, décrit. Alors cela va nous amener à parler donc de répression et de verrouillage dans les rues, selon donc Amnesty International. Amnesty International que M. Ouattara et le RDS citaient nommément quand ils étaient donc dans l'opposition. Donc la première question, docteur Eric dit, Amnesty International parle donc d'un verrouillage donc de la rue et donc et comme une cellule, et c'est-à-dire on vient là comme une cellule. Alors comment interprétez-vous, si vous voulez, cette criminalisation, j'allais dire, de la manifestation pacifique? Vous avez trouvé le mot juste. Vous savez que le propre des régimes dictatoriaux et des régimes autoritaires, c'est l'instrumentalisation de la justice et l'utilisation de la loi. C'est se cacher derrière la loi. Vous l'avez dit tout à l'heure dans votre introduction sur ce sous-thème-là, que hier, le régime d'Alassane Draman Ouattara, déjà dans l'opposition, soi-même citait et faisait recours à Amnesty International. Aujourd'hui, au pouvoir, si vous voulez, rejette du revers de la main ces positions prises soit même par le IRI un peu plus tôt, maintenant par Amnesty International, et puis toute autre organisation des droits de l'homme qui pourrait fustiger effectivement la manière dont le régime utilise les artifices de pouvoir et de la justice pour empêcher la libre expression et utilise ça pour violer des articles fondamentaux de la Constitution. Je voulais simplement rappeler que l'article 29 de la Constitution de Côte d'Ivoire dit que l'État garantit le droit d'opposition démocratique. Et cette même Constitution dit en son article 20 que la liberté d'association, de réunion et de manifestation pacifique sont garanties par la loi. Les en empêcher au moyen de tout ce que nous sommes en train de voir, c'est véritablement fermer l'espace civique, fermer l'espace démocratique, réduire les libertés et puis, bien entendu, faire un passage en force. Encore une fois, c'est le propre des régimes autoritaires et totalitaires. Alors, dans ces conditions, quelle analyse faites-vous donc de la déclaration du procureur donc du plateau qui fièrement annonce l'arrestation de près donc de 800 jeunes et puis qui menace tous les manifestants potentiels? J'ai écouté la déclaration du procureur, hein, je crois que vous parlez de Brahma Oumar Kone, qui lui-même est devenu une menace pour la Côte d'Ivoire, menace pour la démocratie, de toute façon, à l'image du régime de M. Alassane Draman Ouattara. Quand il annonce que 700 personnes ont été interpellées, la première question que nous nous posons est celle-ci. Est-ce que les cell phones, les téléphones cellulaires qui dit avoir scruté, qui dit avoir
ouvert pour découvrir des messages? Est-ce que tout cela a été fait en présence d'avocats des personnes incriminées? Voilà la première question. Et quand cela n'est pas fait, quand ce n'est pas dit, ça laisse vraiment planer le doute. Ensuite, bien entendu, les conditions dans lesquelles les personnes ont été arrêtées. Est-ce que c'est parce qu'on a dit ce qu'on a dit ou bien on a lu ce qu'on a dit qu'on s'en va jusqu'à équivaloir ça à des actes de terrorisme? Je crois en le faisant, on élève ça à un niveau, mais je comprends aujourd'hui qu'en parlant d'actes de terrorisme, effectivement, vous avez dit tout à l'heure, ça nous amène, ou bien ça les amène quoi, encore une fois, à internationaliser donc cette situation et à, si vous voulez, attirer les sentiments des organisations de la communauté internationale ou bien de la communauté internationale sur cette question. C'est pour dire que, ben, écoutez, il s'agit de lutter contre des terroristes. Mais en même temps aussi, vous savez que ceux qui aujourd'hui continuent de parler ou bien soutenir cette candidature de M. Alassane Draman Ouattara, qui n'a rien, absolument rien de constitutionnel, disent que c'est pour des raisons de sécurité et pour des raisons économiques. Or, quand on parle des raisons de sécurité, là, on veut évoquer la question de la menace du terrorisme aux portes de la Côte d'Ivoire. Donc, vous voyez, j'essaie de faire l'équivalence donc entre ce discours-là de monsieur le procureur Brahman Oumar Kone et ce que nous entendons de la bouche des défenseurs du quatrième mandat de monsieur Alassane Draman Ouattara. Et pour moi, je pense que c'est une menace grave, dérive grave sur les libertés en Côte d'Ivoire. Encore une fois, pour nous, c'est l'échec des efforts et des aspirations que les Ivoiriens plutôt ont formulés, Ivoiriens ont formulé à partir de 1990, c'est-à-dire se construire un État résolument démocratique qui n'a rien à voir avec le parti-État. Présentement, nous sommes en train de retomber dans le parti-État. Dans le parti État. Alors, parlons toujours donc du rapport d'Amnesty International. Quelles peuvent être donc les conséquences sur la légitimité donc, du scrutin et la confiance donc des citoyens? Au-delà même de Amnesty International, Jacques Roger, il faut louer le mérite des organisations de la société civile ivoirienne elles-mêmes et les leaders de ces organisations-là. Je voudrais vraiment tirer, qu'on appelle ça, bon chapeau et féliciter les leaders de ces organisations hein, qui continuent eux aussi, hommes ou femmes, de dénoncer les dérives actuelles et le fait que le régime de Ouattara continue d'empêcher la société civile qui elle-même aussi, du point de vue de la Constitution, a le droit de participer. Je voulais retrouver cet article-là que je lis ici, l'article 26 de la Constitution qui dit que la société civile est une des composantes de l'expression de la démocratie. Elle contribue au développement social et culturel enfin, développement économique, social et culturel de la nation. La société civile, donc, a sa place et son rôle à jouer dans tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. L'empêcher de s'exprimer, l'empêcher de marcher, l'empêcher de tenir des manifestations pacifiques, c'est véritablement un danger. Et en filigrane, on a peur, effectivement, pour la consolidation de la démocratie. Alors, quelles seront les conséquences de tout cela? Ajouter ce que Amnesty International dit à ce que les organisations de la société civile en Côte d'Ivoire disent, je crois que ça dépeint un peu le caractère, encore une fois, dictatorial, le caractère autoritaire et le caractère totalitaire du régime en place. Et ça aussi dépeint l'illégitimité de ce régime-là qui, véritablement, tente un passage en force. Ce contre quoi nous sommes manifestement opposés. Ou ce à quoi nous sommes opposés. Dans ces conditions, quel commentaire ou bien quelle analyse faites-vous un peu donc de la séquestration de certains leaders, dont M. Afin Guessan et M. Akossi Banjo, qui aujourd'hui encore se trouvent peut-être cachés quelque part? Au risque de me répéter, vous voyez, l'atteinte aux libertés individuelles passe aussi par des actes d'intimidation. Ce que vous avez vu au domicile de M. Afi Nguessan, l'ancien Premier ministre, ce que vous avez vu au domicile de, je pense, M. Akossi Benjo, ce que nous avons vu aussi, hein, comme nous entendons dire, et là, je vais mettre ça entre griffes puisque je n'ai pas des éléments tangibles pour vérifier qu'il y aurait eu des détachements donc, des forces de l'ordre aux alentours de la résidence du président Laurent Gbagbo il y a quelque temps. On entend aussi ici et là, encore une fois, entre griffes, reste à vérifier, des informations faisant état donc de recherche contre certains leaders de la société civile. Ce sont des actes d'intimidation et c'est d'autres méthodes aussi qui sont utilisées par. Et ces actes d'intimidation-là aussi se retrouvent hein, dans les propos qui sont tenus par le procureur Brahma Kone quand on appelle les gens
on leur dit que oui, il dit, je crois que quand je l'ai entendu parler, que son parquet, vous comprenez, mon parquet va faire ceci. Il ne s'agit pas de son parquet. Ce parquet-là a le droit d'être neutre. Donc, il ne s'agit pas de son parquet, je comprends ce qu'il veut dire, mais quelquefois, quand on est emporté par à dire des choses que non, dans le cas de Akoshi Benjo et de bien d'autres personnes, il s'agit des actes d'intimidation pour évidemment amener les gens à ne pas manifester pacifiquement. Puisque vous parlez de la société civile, quelles sont donc les marges donc, de manœuvre de cette société civile et de la diaspora face à cette répression? Ces marges-là peuvent paraître minces aujourd'hui hein, à cause donc de la répression et de la restriction donc de l'espace civique que les gens ont. N'empêche que nous sommes satisfaits de voir qu'il y a toujours cette verve, cet engouement et ce désir là, des Ivoiriens de réclamer les droits qui leur sont garantis par la Constitution, c'est-à-dire les marches pacifiques, les manifestations pacifiques, les déclarations pacifiques, ça et là. Tout ça, ce sont des choses, encore une fois, qui contribuent à l'éclosion de et la consolidation de la démocratie. Le régime de Ouattara n'a pas d'autre choix que de faire, j'allais dire, hein, grâce ou bien d'accorder, de s'accorder pour que ces choses-là véritablement aient lieu. Mais vous savez ce qui est bizarre? Quand on réclame partout où on passe qu'on a 90% d'électorat, je ne sais pas pourquoi on a peur des 5%. Je ne sais pas pourquoi on a peur des 5 autres pourcents qui, dit-on, pleurent. Ça démontre encore une fois de la fébrilité de ce régime-là. Alors, dans ces conditions, dans ce climat, cela va nous amener à parler de notre dernier segment. Dans ce climat déjà tendu, hein, disons certaines voix au sommet donc de l'État tiennent donc des propos qui interrogent sur la nature même du pouvoir. Monsieur Téné Ibrahima, frère de Monsieur Alassane Dalman Ouattara, Monsieur Alassane Ouattara plutôt, ministre de la Défense, a notamment fait une déclaration qui a surpris ou pas. Je ne sais pas si, docteur Eric Edi, vous avez été surpris. D'aucuns parlent donc d'arrogance donc du pouvoir ou dérive autoritaire. Alors, nous allons l'écouter avant que je ne vous pose un peu donc la question. Je vous en prie. Et puis, ceux qui comprennent français, là, vous allez nous interpréter ce qu'il est en train de dire. Écoutons-le, écoutons-le. D'aller à cette élection, il n'en voulait plus. Moi, je sais de quoi je parle. Il a fallu que moi, je lui demande pardon. Je vais vous dire la vérité aujourd'hui, je lui ai demandé pardon. Parce que quand je regarde la situation d'ensemble, c'est pas bon. Vous savez ce que ça veut dire quatrième mandat? Quatrième mandat, c'est leur incompétence. Disons-nous les choses comme elles sont. Si les Ivoiriens sollicitent encore Alassane Ouattara, ils savent ce qu'Alassane Ouattara peut leur apporter. Et vous avez une minorité qui s'agite depuis quelques jours, on va les gérer. Laissez-nous les gérer. Sans commentaire, comme le dirait l'autre, le docteur Eric dit, quelle analyse, comment d'abord analysez-vous les propos du ministre de la Défense, M. Téné Brahima Ouattara, affirmant avoir demandé à son frère, à notre avis, de violer donc la Constitution pour un quatrième mandat? Ça fait pitié, premièrement. Premièrement, ça fait pitié. Ça fait rire. Depuis quand et quels sont les articles de la Constitution qui disent que parce qu'on a demandé pardon à quelqu'un qui a déjà fait 2 mandats, il doit revenir là? Quel est l'article de la Constitution qui dit que demander pardon est une condition pour se présenter à une élection? Le Conseil constitutionnel peut-être tranchera cela. Deuxièmement, il a parlé d'incompétence. C'est pas trop clair ce qu'il voulait dire par là. Qui est incompétent et qui ne l'est pas? Est-ce que si c'est la compétence de tous les Ivoiriens, est-ce que c'est tous ces Ivoiriens et ces Ivoiriennes dont il parle, inclus eux-mêmes aussi qui sont autour de M. Alassane Draman Ouattara? Parce que c'est vrai qu'on peut faire partie, on peut être de la même famille, politique, biologique, etc., mais on n'est pas soi. On peut être des frères jumeaux ou bien des sœurs jumelles, mais c'est deux personnes différentes. Donc là, il y a un flou qu'il entretient. Et puis, c'est un peu démagogique de sa part de parler de la sorte. Mais je ne suis pas surpris, Jacques Roger. Je vous ai dit
dans des émissions antérieures que ce régime-là est fait de personnes qui en réalité ne sont pas démocrates, n'ont jamais connu la démocratie, n'ont jamais été pour la démocratie, ne veulent pas de la démocratie et ne feront rien pour que ce que nous appelons la démocratie qu'on veut bâtir en Côte d'Ivoire prenne forme, se consolide. C'est pourquoi vous voyez ça. On a plutôt des plutocrates qui sont là, qui veulent venir tirer sur des cordes sensibles des gens pour dire, je vous dis la vérité, moi-même je lui ai demandé pardon. C'est puéril. Je ne sais même pas comment qualifier ça. Et puis ensuite, si une minorité des Ivoiriens si les Ivoiriens sollicitent Alassane Ouattara, mais qui sont ces Ivoiriens qui le sollicitent? Qui sont ces Ivoiriens qui le sollicitent? Seuls les militants du RHDP et les autres donc ne sont pas des Ivoiriens, c'est ce qu'on veut dire. Ce langage il est vraiment très flou, mais je veux dire encore une fois que c'est la conséquence de l'ivresse du pouvoir. Et puis ensuite, on va les gérer. Mais vous savez, il y a environ une dizaine d'années, ce sont ces gens-là, ces mêmes personnes-là, qui ont trouvé que les propos tenus par le président Laurent Gbagbo à Divo, lorsqu'il a demandé aux forces de sécurité, de défense et de sécurité de mater toutes représailles violentes, qui disait que Laurent Gbagbo avait donné l'ordre de massacrer des populations. Et ils ont même cité ça, si vous voulez, comme exemple, comme preuve, dans le procès sordide qui s'est tenu à La Haye. C'est aujourd'hui ces mêmes personnes-là qui parlent de ça. Ça me rappelle aussi les propos tenus par Feu Ahmed Bakayoko, qui parlait de Monsieur le Président, donnez-nous la permission seulement, un peu. Donnez-nous un peu seulement de permission. Là, je ne le cite pas verbatim, mais je le cite, essayez de paraphraser ce qu'il a dit. Donc, vous voyez que ces propos tenus violents ne font rien d'autre que de contribuer, évidemment, à l'intimidation de la population. Mais ces gens ne sont pas des démocrates. Ça, il s'agit de M. Tiene Brahima. Mais il y a pire que ça, M. Jacques Roger, si vous me permettez de continuer. J'ai écouté, ou alors nous avons écouté aussi les propos de M. Patrick Hachi dans la mai. Quand il parle à ces populations, ou bien aux populations dans cette circonscription, ou bien dans ce district-là, pour dire, si vous ne votez pas Ouattara, ben il va gagner, mais s'il gagne, vous n'aurez rien. Écoutez, voilà quelqu'un qui, il n'y a pas longtemps, s'est présenté à l'université de Harvard et qui même a fait l'objet donc d'autosatisfaction ou bien de félicitations de la part de plusieurs autres Ivoiriens, même des professeurs d'université. Je me rappelle bien le professeur Dion, au cours d'une émission de NCI, qui avait accordé des cartons verts et félicité Patrick Hachi, qui après donc la primature était venu donner des cours ici à Harvard. Quand on vient donc dans le pays de la démocratie, comment vous pouvez comprendre qu'un tel monsieur qui a été au sommet de l'État puisse tenir de tels propos? Ça veut dire en même temps, Jacques Roger, que dans son propos, Patrick Hachi fait fi de quelque chose, de la volonté des Ivoiriens de s'exprimer librement. Si les gens de la ME, la population de la ME, ne sont pas en odeur de sainteté ou alors n'approuvent pas la candidature de M. Alassane Ouattara, c'est leur droit. Alors, si aussi ils ne veulent pas voter, c'est aussi leur droit. Docteur, nous allons l'écouter et puis vous allez commenter. Je vous en prie. Vérité, entre vous et nous, si dans la région de la mer, vous ne le votez pas, vous croyez qu'il ne va pas gagner? Mais il va gagner. Il va gagner. Mais vous, quand il va gagner, vous n'aurez rien dans ça. Il n'aurez rien dans ça. Donc nous, là, on est en train de venir vous dire que, vérité, entre vous et nous. Voilà. Alors, docteur, allez-y. Alors, donc, voilà ce que j'étais en train de dire. Merci d'avoir passé l'audio pour que les gens puissent suivre. Il y a dans ces propos-là le clientélisme politique. Il y a dans ces propos-là, encore une fois, le retour au parti État, comme je le dis. Il n'y a pas d'autre choix que de voter pour lui. Mais quand on est dans une démocratie, les gens ont le droit de s'opposer. Les gens ont le droit de voter pour qui ils veulent voter. Les gens ont le droit de ne pas voter. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas voté pour quelqu'un qu'on ne bénéficie pas des avantages que l'État procure. Parce que les ressources qui sont mises à disposition, comme il le dit, vous n'aurez rien. Ce qu'on doit avoir ne sort pas de la peau de M. Alassane Ouattara. Encore une fois, c'est ça la question du parti État, c'est la philosophie du parti État. Ça ne sort pas de ses poches. Ce sont les ressources naturelles de la Côte d'Ivoire, ce sont les ressources propres à la Côte d'Ivoire qui doivent être équitablement distribuées à tous les Ivoiriens, y compris ceux qui ont voté pour quiconque est au pouvoir ou ceux qui n'ont pas voté pour quiconque est au pouvoir. C'est grave donc ces propos qui sont tenus. M. Jacques Roger, je pense que Patrick Hachi a rejoint Tiene Brahima pour dire, tenir des propos qui sont encore une fois des propos de plutocrates, des propos des gens qui ne connaissent pas les artifices de la démocratie. Mais en même temps aussi, c'est une répression morale. C'est une répression. Puisque les gens sont épris,
et veulent aussi avoir et jouir donc des dividendes, des ressources de la Côte d'Ivoire et puis du développement, quand vous menacez pour dire que vous n'aurez rien, ça veut dire quoi? On va couper, on ne va pas faire les routes. Vous voyez, c'est une pression aussi qui est faite sur des gens, surtout sur des populations dans les zones rurales. Et puis, il y a M. Alassane Draman Ouattara lui-même. Je ne sais pas si vous avez l'audio de son passage à Port-Boué. Quand il dit que c'est parce que les gens ont peur des élections. Mais on ne peut pas utiliser encore une fois la justice pour écarter des leaders significatifs de l'opposition et puis se retrouver après à dire non qu'ils ont peur des élections. Mais justement, ils n'ont pas peur des élections. Ils n'ont pas peur des élections. C'est vous qui avez peur des élections transparentes, des élections équitables, des élections justes et des élections crédibles, raison pour laquelle vous continuez donc de verrouiller le processus et pire même d'écarter un certain nombre de candidats. Il y a donc des contradictions flagrantes qui, Jacques Roger, pour moi, n'augurent pas vraiment des lendemains meilleurs pour notre pays. C'est encore une fois les efforts, les aspirations des Ivoiriens tels qu'exprimés depuis 1990, aujourd'hui que nous voyons en train de complètement aller à l'eau. Alors, puisque vous avez cité, donc là, on a cité donc les propos de M. Patrick Hachi et de M. Téné Brahima Ouattara, est-ce qu'il s'agit donc d'un signe de toute-puissance ou au contraire un aveu donc de fragilité, on peut le dire? Mais je pense que d'abord, quand vous regardez les propos de monsieur, quand on analyse les propos de monsieur Patrick Hachi, ça veut clairement dire qu'il est conscient du fait que dans la région de la Mai, il y a des populations qui ne veulent pas voter M. Alassane Draman Ouattara, qui ne veulent pas d'un quatrième mandat. Au moins, il est conscient de ça. Est-ce que c'est cela qui traduit leur fébrilité au point donc de brandir des menaces à tout bout de champ où est-ce qu'ils se trouvent, ou est-ce que là où ils se retrouvent, ben, c'est à analyser. Mais nous savons que tout régime totalitaire, tout régime autoritaire, tout régime qui survit par la dictature, en réalité est un régime faible, qui n'attend que lorsque le moment où le peuple retrouve tous ses sens pour chuter. Docteur Ekedi, je vais vous poser une question, disons, une question, voilà, disons une très bonne question, let me put this way. Est-ce que les Ivoiriens, est-ce que nous nous rendons compte du véritable danger si nous ne participons pas au jeu démocratique aujourd'hui? M. Ouattara a 83 ans. S'il est élu pour un quatrième mandat, s'il contrôle aussi l'Assemblée nationale, les 2 tiers, est-ce que nous nous rendons compte de ce qui se passera, de l'avenir de nos enfants, de votre avenir, de la Côte d'Ivoire, quand on sait aujourd'hui que M. Ouattara est beaucoup plus le candidat de l'étranger. Je ne dis pas que c'est un étranger, mais le candidat de l'étranger, puisque la majeure partie des investissements au pays, ce sont des étrangers. Aujourd'hui, on nous dit que la population ivoirienne est à 32 millions. C'est-à-dire que nous avons l'impression que chaque année, il y a une augmentation vraiment vertigineuse de la population. D'où viennent ces personnes? Les fraudes sur la nationalité ivoirienne, vous comprenez? Est-ce que nous nous rendons compte des dangers, docteur Ikedi, de ce qui va arriver à la Côte d'Ivoire demain? Merci de ce que vous lancez. Il y a un nombre incalculable d'Ivoiriens qui perçoivent ce danger. Et je suis d'accord avec vous aussi qu'il y a aussi un autre nombre, en tout cas significatif d'Ivoiriens, qui semblent ne pas percevoir la profondeur de ce dont nous parlons et de ce que nous décrions. La crise du quatrième mandat a beaucoup de ramifications et couvre beaucoup de choses. Et Jacques Roger, je suis heureux que vous ayez fait la précision en parlant de candidats de l'étranger. Hier, quand ce terme-là avait été utilisé, et bien entendu, les tenants du pouvoir actuel ont crié à la xénophobie. Mais effectivement, il y a une nuance entre être un candidat de l'étranger et être soi-même étranger. Ça, c'est une autre question, c'est un autre débat sur lequel nous pourrons revenir. Mais pour répondre à votre question, il y a encore beaucoup qu'il nous reste à faire. Et nous ici, par nous, je veux dire, les leaders des partis, mouvements politiques de l'opposition, les leaders de la société civile qui ont pour intérêt le développement économique, social et culturel des Ivoiriens. Ça n'exclut pas ceux qui ne sont pas des Ivoiriens, mais ça amène au respect de la Constitution et de faire en sorte que ce soit
la cause de la Côte d'Ivoire qui soit attendue d'abord en avant. Jacques Roger, quand vous parlez de la présence donc du nombre et la population ivoirienne qui augmente véritablement à une allure vertigineuse, peut-être même qui défie tout ce qu'on peut avoir comme statistique donc de croissance annuelle de la population, il y a véritablement un grand danger. Un seul danger que je voulais soulever. Il n'y a pas longtemps, Assalé Timoko, maire de Tia Salé, a évoqué la question de Komé Bakari, la question des terres. Et si les Ivoiriens se rappellent bien, il ne faut pas perdre ça de vue, quand on a parlé de poudrier identitaire, quand on a parlé de la crise de 2002, quand on a parlé de toutes ces questions de xénophobie, la terre était au centre du débat. Donc, M. Jacques Roger, vous posez une très grande question. Il nous reste encore beaucoup à faire pour que les Ivoiriens prennent effectivement conscience des enjeux véritables de la crise du 4e mandat et de la présence du régime de M. Alassane Draman Ouattara au pouvoir et comment ce régime-là a continué ou alors a entraîné la Côte d'Ivoire dans une situation économique, sociale et culturelle qui fait que, comme certains le diraient, nous sommes en train de perdre notre pays. Stanislas Zézé a révélé beaucoup de choses concernant la dette, concernant le nombre d'entreprises de petites et moyennes entreprises en Côte d'Ivoire et qui en sont les propriétaires et la part des Ivoiriens eux-mêmes dans le marché, si vous voulez, en Côte d'Ivoire ou alors dans les différents secteurs de l'économie en Côte d'Ivoire. Je remercie et j'encourage ceux qui ont déjà compris cela à continuer à intégrer, et surtout les partis politiques, cette dimension de la question que vous venez de poser dans leur approche, dans leur campagne de sensibilisation. Il ne s'agit pas simplement d'attendre chaque 5 ans pour parler des élections et pour savoir si la commission électorale est indépendante ou bien n'est pas indépendante, si la liste électorale est auditée, elle est crédible ou pas crédible, mais il s'agit au quotidien de soulever les dangers qui guettent la Côte d'Ivoire. Et Jacques Roger, sur ce point, je crois que vous nous interpellez et vous avez raison et très bien raison de le faire. Merci beaucoup, docteur Eric Eddy. Avant, c'était votre mot de fin. La semaine dernière, le CACI avait lancé un appel aux Ivoiriens qui a été très, très, très bien suivi, même d'ailleurs. Et est-ce que après donc, la manifestation du 11, vous avez déjà reçu donc, des échos, des messages, des témoignages de violations donc, des droits de l'homme? Nous sommes en contact donc avec nos partenaires ou bien nos frères ivoiriens, nos sœurs ivoiriennes sur le terrain pour continuer cela. D'ailleurs, ça faisait partie de mon mot de fin qui consiste d'abord, à continuer d'encourager les Ivoiriens. Comme je l'ai dit, découragement n'est pas ivoirien, on le dit. La situation est difficile, c'est vrai. La répression va battre son point. Le CACI n'appelle pas les Ivoiriens et les Ivoiriens d'aller servir de chair à canon, comme on l'entend à travers les menaces de M. Tiéné Ibrahima, mais en même temps, nous réitérons qu'il faut documenter. C'est la raison pour laquelle Jacques Roger, dès cette semaine, dès le lundi prochain, nous allons communiquer le lien sur lequel les Ivoiriens, ceux qui sont sur le terrain en Côte d'Ivoire, peuvent effectivement balancer les vidéos, les photos, les documents pour que nous puissions commencer à les archiver. Ce sera effectif, c'est un engagement que nous avons pris au niveau du CACI et nous tenons bien entendu à pouvoir le faire. Sur ce, nous voulons encore une fois encourager tous les leaders de la société civile, les leaders des partis politiques de l'opposition pour leur sens de la responsabilité, mais nous rappelons encore une fois au régime, aux Ivoiriens et surtout aux forces de l'ordre leur responsabilité telle que éditée par la Constitution de la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas servir donc demain à la barbarie que veut continuer d'imposer le régime de M. Alassane Draman Ouattara à la Côte d'Ivoire et aux Ivoiriens. Jacques Roger, voilà les propos par lesquels je voulais terminer cette émission aujourd'hui, tout en vous remerciant encore une fois. Et vous avez les salutations de tous les camarades, toutes les sœurs et tous les frères du Comité d'action pour la Côte d'Ivoire. Voilà, merci beaucoup, docteur Eric Eddy, et surtout portez-vous bien et bon week-end. Et les C'est moi qui vous manifestations, allez-vous remercie. participer aux manifestations ce week-end? On parle de manifestations? Il y a plusieurs manifestations qui sont engagées. Le CACI, en sa réunion hier, a effectivement approuvé la participation d'une délégation à ces différentes manifestations. Nous serons toujours là où la question de la Côte d'Ivoire, je ne peux pas dire à l'honneur, mais la question de la Côte d'Ivoire est évoquée. D'accord. Merci beaucoup, docteur Eric Eddy, et au revoir. Je vous en prie.